Salut à tous, Baba ici, bienvenue pour ce nouvel épisode de Baba Versus. Donc je vous l'avais dit, la promesse était de ramener des boxeurs, des combattants, des coachs, des managers, des promoteurs, en fait plein d'acteurs du milieu des sports de combat. Et j'ai réussi à trouver quelqu'un qui cumule, parce que ça a été un coach, il est dans la boxe depuis très longtemps, et puis en plus aussi, il occupe une position très importante dans ce sport qui est cutman. Donc c'est quelqu'un forcément qui est dans le petit secret des vestiaires, qui est dans le petit secret du ring, dans le petit secret des combattants. Et je vous le présente tout de suite, c'est Laurent Boucher. Salut Laurent. Salut. Merci d'être venu. C'est un Merci de grand me faire plaisir pour moi en tout cas. cet honneur. C'est super pour moi. Je suis content par l'entremise de mon pote Arnaud. Et je sais que toi, tu as un grand vécu dans ce sport. Pourquoi? Parce que tu es passionné déjà. Et c'est le plus important. Et ta passion t'a emmené loin. Elle t'a emmené à faire beaucoup de choses, à mettre en place des choses, à initier des choses pour notre pays, en tout cas pour la boxe dans ce pays. Et c'est pour ça que pour moi, c'est intéressant que tu viennes en parler ici. Pas seulement de ce que tu fais aujourd'hui, mais de tout le parcours. De tout le parcours depuis le début. Et Baba Versus, ça commence toujours de la même manière. Moi, je voudrais savoir comment tu arrives dans la boxe. Petit, c'est quoi ton premier contact avec la boxe en fait? Ouais, alors déjà moi je te remercie de m'accueillir, hein. Je trouve que c'est super parce qu'on n'accueille pas assez les gens de l'ombre comme ça, les Bien sûr. entraîneurs et tout ça. C'est souvent les combattants. Là, c'est tout ce qui gravite autour du combattant et ça, il faut en parler. C'est très important parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Ouais, Et puis, on a souvent aussi derrière ça des parcours aussi également de combattants. bien sûr. Et en tout cas, donc, je te remercie vraiment Je t'en prie. vivement, en tout cas, de cette démarche. Alors moi, j'ai commencé la boxe, ça remonte quand même maintenant à assez longtemps. Ça doit faire maintenant 40 ans, hein. J'étais un petit gamin, j'avais 12 ans. Alors, je venais pas de la boxe au départ. Au départ, comme tous les gamins de cette époque, on commençait par le judo, Ouais, après par le foot. Donc, c'était vraiment les deux sports. la base. La Voilà, base. c'était la base. Voilà, Ouais. c'est ça. Donc, j'ai fait ma ceinture orange de judo. Après, j'ai joué 4 ans en club, Ok. au football. Et voilà, je faisais pas mal de matchs et tout ça. Et un Défenseur jour, ou pas? Parce que le cliché du combattant qui ne sait pas attaquer, tu vois. Tu jouais défenseur ou tu jouais... Alors, c'est à cette époque-là, quand tu es jeune, tu es petit, c'était minime, cadet. Hein, Ouais. voilà, tu jouais à tous les postes Ouais, tu finalement. changeais On un te peu, mettait ailier, on te mettait arrière. Ouais. Alors, moi, j'étais bon, pas très bon attaquant, mais j'étais bien à l'arrière, moi. Ok. C'est-à-dire tous les postes de libéraux, machin, tout ça. On est J'étais bien d'accord. parce que bizarrement, j'avais un petit corps, mais j'étais un peu violent dans ma Ok. façon d'être. Il fallait des mecs comme ça. Ouais, bah c'est Je ça. faisais des tags de fou, je faisais des trucs, enfin, c'était n'importe Il y a quoi. la fibre. Et voilà, alors que j'avais un corps, j'étais comme une allumette. Mais Ok. c'était assez drôle. J'avais peut-être le mental déjà à cette époque. Sûrement. Et voilà, et le foot, c'était pour moi le sport le plus important. Dans ma chambre, j'avais des posters de Platini, de Marius Trésor, de tous ces grands champions-là, de Beckenbauer, de Johan Cruyff et j'en passe. Et voilà, et un jour, je suis là avec un ami. Alors, je n'étais pas toujours très sage, hein. J'étais souvent dehors et pas toujours très sage. Et j'avais un pote avec qui je faisais les 400 coups. Et un jour, qui me parle de boxe, il me dit: ouais, tiens, il y a une salle de boxe. J'étais dans le 19e à Crimée à l'époque. Ok. Et je lui dis: bah écoute, voilà, pourquoi pas, faut voir. Donc, je vais avec lui assister à un cours de boxe, mais sans participer. Je m'assois, je regarde. Et c'était super parce que c'était une petite salle à l'ancienne, avec un escalier en bois qui Ouais. montait, qui craquait. Et dans cette salle-là, c'était une salle qui était partagée avec la danse classique. Un truc de fou. C'est-à-dire qu'il y avait le sport qui est la boxe, qui Ouais. est un sport brutal, avec un sport un peu moins. Enfin, Presque l'opposé, quoi. Ouais, presque l'opposé, avec voilà, des danses un peu comme ça, Ok. tout ça, la barre, les machins et tout. Enfin, c'était impressionnant. Mais voilà comment ça a commencé. Mais bizarrement, dans tout ça, c'était l'époque du Kung-Fu. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette époque-là, mais c'était une époque où tu allais voir, alors, à Stalingrad, hein, voilà, c'était l'endroit où tu allais voir 2 films de Kung-Fu pour 5 euros, enfin 5, D'accord. 5 francs quoi, à l'époque. Et c'était drôle parce que je voulais être aussi maître de kung-fu, tu sais, comme tous les gamins de cette époque-là. Alors tu sortais avec les mains derrière le dos, les mecs ils avaient des espèces de grandes nattes, tout ça, c'était Ouais. super drôle. Bon, alors j'ai vite laissé tomber parce que déjà ça coûtait cher. Les arts martiaux coûtaient cher à l'époque, hein, la licence n'était pas donnée. Et puis le seul sport après qui m'a, je reviens un peu là-dessus maintenant, qui m'a me fait le plus kiffer, c'est de voir une salle de boxe, des sacs et des mecs boxer, quoi. Et j'y suis allé 2, 3 fois, comme ça, juste en tant que spectateur, hein. Mhm. Et puis, et puis je me suis dit là, il faut que j'y aille, il faut que je fasse de la boxe. Ça, c'est Franchis le ça pas, mon quoi. sport. Ouais. C'est ça mon sport. Ça, je veux faire ça.
Les parents à l'époque n'avaient pas trop d'oseille pour ça, donc pour payer une licence c'était compliqué. Mais comme la boxe, on le sait, c'est beaucoup de social, donc voilà. Et puis bon, je pouvais pas dire à ma mère à l'époque que j'allais faire de la boxe. Alors elle était fou, ça va pas, la boxe, ça va pas, machin. Donc finalement, j'ai réussi à négocier avec le club pour pouvoir participer. Puis après, j'ai pu le dire tranquillement à ma mère qui a payé l'adhésion, pardon. Et c'est comme ça que j'ai commencé en fait la boxe. C'est marrant parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont commencé comme ça. Moi, c'était la même chose. J'ai beaucoup de potes aussi. C'était compliqué pour payer la licence, mais tu as l'impression que la boxe pied-point, la boxe anglaise, hein, ce sont les sports où vraiment on va accueillir tout le monde et même si tu peux pas payer, tu vas toujours trouver un coach qui va te dire viens, entraîne-toi et puis on verra plus tard, quoi, tu vois. Et c'est vraiment la dimension sociale en tout cas de ce sport, elle commence dès le début, des petits et pour les jeunes élèves, c'est toujours cool. Donc toi tu rentres, tu pousses la porte d'une salle de boxe, tu commences à t'entraîner, tu fais de compétition. Bah alors, pas tout de suite, je commence à m'entraîner. Et moi, c'est la génération où les entraîneurs ne te faisaient pas boxer tout de suite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au bout de 3 mois, tu peux faire un combat. À l'époque, c'était 1 an, 8 mois, 1 an, voire peut-être des fois un peu plus. Et puis, on te mettait devant une glace et on te faisait répéter tes gammes. C'est-à-dire, moi, je me souviens, on m'apprenait comment mettre le direct du bras avant, mais d'une telle façon. Et puis, moi, j'ai eu de la chance, c'est que j'ai eu des entraîneurs formidables. J'ai eu quand même 2 entraîneurs dont l'un, je suis toujours en contact. Donc, ça fait plus de 40 ans et je suis encore en contact avec lui. C'est un papa pour moi. Hein. C'est une personne que je respecte beaucoup. Il y a eu Idrissa Konaté, qui a été aussi un boxeur poids moyen de l'époque, qui a été plusieurs fois champion d'Afrique et qui était classé mondialement à cette époque-là. Et après, il y a eu le grand Sounkalo. Sounkalo qui était quand même, et je suis fier de le dire, qui a rencontré Mohamed Ali. Une légende africaine. Voilà, et qui était plusieurs fois champion d'Afrique, qui était un grand boxeur poids lourd. Un peu oublié, beaucoup oublié. Oui, oublié, et puis qui n'a pas fini toujours très bien, comme finissaient les boxeurs à l'époque. Et on s'était rencontrés quelques années après par hasard, et il m'avait dit « Ah Laurent, mais quel plaisir que tu sois là, machin ». Je l'ai pris dans mes bras, enfin c'était des papas pour moi. Hein. Plus moi j'ai une vie un peu compliquée, où j'ai pas forcément un truc familial très machin. Donc voilà, c'était des gens qui m'amenaient tout ce que je n'avais pas peut-être. Et puis encore une fois, ce rôle-là, encore une fois, d'avoir un autre cercle, un autre cercle familial. Et Idrissa Konaté, je suis toujours en contact avec lui, on s'appelle dès qu'il y a un truc. Voilà, je crois que ça crée des cercles et des familles comme presque aucun autre sport, hein, vraiment, de voir ça. Moi je sais aussi, ça fait 25 ans avec mes potes qu'on est toujours ensemble, qu'on se voit toujours, on a commencé... C'est dingue. Très tôt, avant 15 ans, on va en avoir 40 et on se parle tout le temps. Et dès qu'on ne se voit pas pendant un mois, on n'est pas content. Donc ouais, ça crée des familles, ça crée un autre cercle familial et la boxe fait ça pour tous. Donc ouais, ils te font ton apprentissage à la dure pendant un an. À la répétition. Pendant au moins 1 an. Et puis je commence là. Alors tu disais, c'est ça qui est bien parce que tu dis que tu as toujours les gens que tu as connus quand tu étais jeune, quand tu as commencé sport de combat, vous êtes toujours en contact. Et ben moi c'est pareil, il y a Saïd Benagem qui était quand même un grand boxeur français, qui a fait championnat d'Europe, qui a fait les Jeux de Barcelone, etc. On a commencé la boxe en même temps, on avait 12 ans, lui était un peu plus vieux que moi, mais voilà, et aujourd'hui on est toujours en contact, on est toujours là. Et quelques autres aussi également avec qui je suis en contact de cette génération-là. Donc c'est vraiment superbe. C'est ça. Mais c'est vrai que, voilà, et ma licence, elle est arrivée peut-être un an après, peut-être en 1983 à peu près. 83, c'est là où j'ai eu ma première licence, que j'ai toujours d'ailleurs. Hein. Ah ouais, toujours. Il faut regarder. Ouais, je crois que j'ai ma première de judo quelque part. Et c'était la boxe éducative à l'époque. Alors boxe éducative parce qu'à ce moment-là, on ne pouvait pas dire autrement, parce que quand tu étais un gamin de 12-13 ans, tu ne boxais pas tout de suite en amateur, il fallait que tu passes par cette phase-là. Mais ce n'est pas la boxe éducative d'aujourd'hui, c'est une boxe éducative un peu plus amateur à l'époque, où les coups étaient quand même plus ou moins portés. Ils sont portés, oui. Voilà, et j'ai commencé comme ça, voilà, au bout d'1 an de salle, de maîtrise, et j'ai fait beaucoup d'assauts en boxe éducative, j'ai beaucoup gagné en plus, parce que j'avais eu cet apprentissage-là, ça avait duré un certain temps. Les bases, elles ont été transmises correctement par rapport à, comme tu dis, aujourd'hui, on peut peut-être un peu se précipiter. Bon, après, il y a plusieurs visions qui s'affrontent. Hein. Mais moi, j'ai été formé comme toi, où on a beaucoup d'entraînement avant de pouvoir commencer à goûter aux compétitions. Surtout, je viens d'une grande salle avec plein de combattants. Donc, d'ici là, à ce que le coach te repère, il fallait déjà que tu sortes un petit peu du lot dans ton groupe, dans ta génération. Donc, je comprends bien. Donc, ouais, tu as fait la boxe éducative. Après, tu es passé un petit peu dans les rangs amateurs, tu as continué. Alors, un petit peu après, alors moi, j'ai eu une coupure parce que je suis parti vivre en Afrique après.
quelques années. J'ai de la famille là-bas et bon, bah, il fallait qu'on parte là-bas. Donc je suis parti là-bas d'ailleurs. J'ai vécu des moments extraordinaires d'ailleurs là-bas. Les plus grands moments de ma vie, hein, faut l'avouer, il faut le dire, et je le dis à tout le monde d'ailleurs. Ça a été exceptionnel, c'était une grosse découverte. Et j'ai continué à perdurer un petit peu, enfin, continué plutôt à m'entraîner là-bas, parce qu'il y avait des clubs de boxe et tout ça. Donc, t'étais où? donc au Gabon, Ok. voilà, à Libreville précisément. Donc il y avait des clubs de boxe. Et moi, voilà, je venais aussi de quartier en France, à Paris. Et en même temps, j'arrive là-bas et la boxe est dans les quartiers aussi. Ouais, donc bien sûr. allez. Et puis voilà, et puis je fais un peu tâche parce que je suis blanc et puis je suis le seul blanc. Donc il faut y aller, il faut truquer. Mais magnifique parce qu'on veut m'arracher la tête. Mais moi, j'ai des bases, j'ai déjà une expérience. Donc moi aussi, je veux arracher des têtes. Enfin, le respect se gagne un peu comme ça aussi. Ouais, c'était extraordinaire. Ouais. J'ai vécu des trucs, d'ailleurs, donc j'en garde des souvenirs inoubliables, hein, c'est le cas de le dire. Ouais. Et voilà, et donc je suis resté quelques années. Après, je suis revenu en France. Okay. Et là, j'ai une coupure. Alors, j'ai pas boxé, hein, je me suis entraîné là-bas au Gabon. J'avais pas pris de licence, mais je mettais les gants tout le temps. Je me servais de sparring, etc. D'accord, ouais. Donc après, je suis revenu en France. Et puis, c'est là où j'ai recommencé à reboxer. Alors, c'était, je sais plus, en 88, quelque chose comme ça. D'accord. C'était assez drôle. Donc, tu reprends le cours, tu fais des compétitions, et puis jusqu'à quel niveau tu vas en fait? Oh, moi, j'ai pas eu un petit niveau. Moi, j'ai un petit niveau de boxeur amateur. Je dois avoir 14 combats. Okay. J'ai pas fait une carrière de tueur à gages. Hein. Comme j'aime dire, moi, je suis un boxeur amateur de bas étage. Voilà, j'ai commencé tôt. Mais c'est vrai que je pense que ma coupure dans cette salle donc de 19e à Crimée, et cette coupure, parce que je suis parti en Afrique derrière, je pense que ça fait une grosse coupure qui a fait que j'ai pas eu la possibilité de continuer comme j'aurais dû le continuer. Parce que je pense que je serais passé amateur, et de amateur, je serais peut-être passé professionnel derrière. Et j'ai eu une vie assez compliquée. Après, moi, j'étais papa très jeune aussi. J'étais papa, j'avais 19 ans. D'accord. Ouais, donc, tu as d'autres choses en tête. Voilà. J'ai vraiment. Alors, j'ai fait ce que j'avais à faire dans la boxe, mais on ne peut pas dire. D'ailleurs, je ne dis jamais j'ai fait une carrière dans la boxe, parce que ça serait très prétentieux de le dire. Par contre, beaucoup d'entraînement, beaucoup de mise de gants, beaucoup de sparring. Okay. Et la boxe d'avant n'était pas la boxe peut-être d'aujourd'hui. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. On peut partir du principe déjà que l'éducatif que tu as fait, c'est plutôt de l'amateur. Ouais. Et donc, déjà. Mais ça, j'en ai fait pas mal. Hein. Je ne sais plus combien j'en ai fait, mais j'en ai fait beaucoup. Non, mais moi, ça ne me dérange pas. Moi, c'est pas un problème. Je veux dire. Après, j'aurais pu dire, j'aurais pu faire une belle carrière parce que c'est ce que les gens disaient. Mes entraîneurs m'ont appris la boxe comme il fallait. Et j'avais une technicité qui était très intéressante. J'aurais pu peut-être, mais avec j'aurais pu, et peut-être que j'aurais rien fait non plus. Aussi. Donc, les histoires de dire j'étais bon, mais j'aurais pu faire, ça, on ne sait pas, personne ne le saura de toute manière parce que tu ne l'as pas fait. Donc, on est d'accord. Et puis de toute façon, ce qui importe, c'est ce que tu as fait derrière. Moi, j'ai envie d'être moi-même et pas d'inventer des choses. Voilà, j'ai une petite carrière de boxeur amateur de bas quartier. Voilà. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, on le sait, toi et moi, et tous ceux qui regardent et qui sont fans de boxe, qui boxent un petit peu, qui montent, il faut monter, il faut venir, il faut rentrer dans la salle, on a tous eu de faire son sac et de se dire qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui, c'est le jour de sparring. Donc rien que ça, déjà, pour tous ceux qui le font, ça mérite le respect. Ouais, c'est clair. Donc ta carrière de boxeur se termine rapidement. Est-ce que tu deviens coach tout de suite ou tu continues ta vie, comme tu l'as dit, hein, tu n'étais pas jeune, tu avais sûrement d'autres choses... toute préoccupation en tête, mais est-ce que tu deviens coach rapidement ou est-ce que c'est quelque chose que tu veux faire rapidement dans ta tête en tout cas? Non, je ne suis pas sûr qu'à ce moment-là, je me dis... Alors là, je me jette dans la vie familiale, l'éducation de ma première fille. Il faut travailler, donc je n'ai pas un niveau scolaire très élevé à la base, donc il faut prendre le travail que tu trouves. Hein, donc c'est de la manutention, c'est du truc, de la restauration, de la sécurité. Il n'y a pas besoin de diplôme comme aujourd'hui, donc tu peux tout faire, tu peux t'en sortir. Le temps passe et à un moment donné, j'en ai un peu ras-le-bol de faire tout ça. Je me dis, alors j'ai vécu des choses aussi extraordinaires, j'ai fait de la protection rapprochée, j'ai travaillé au Parc des Princes, j'étais gardien au Parc des Princes d'ailleurs, il faut le savoir. J'étais, comment dirais-je, responsable tribune, enfin j'ai fait quand même pas mal de petites choses, la restauration, enfin bref. Et effectivement, je repars au Gabon une deuxième fois, après je reviens, je refais mes petits boulots, mes petits machins, et puis à un moment donné, j'ai envie de reboxer. Donc je retourne à Aubervilliers, parce qu'à ce moment-là, je ne suis plus à Crimée, mais à Aubervilliers. La salle a été s'est transvasée sur Aubervilliers. Je mets les gants, mais je me fais défoncer. Là, ça fait des années que tu n'as pas mis de gants. Ça fait des années que je n'ai pas un truc. Je me fais... Alors, je suis là, hein, j'ai mes trucs, mais voilà. On te met en face de mecs qui
qui sont là depuis maintenant un certain C'est temps, ça, qui qui sont peut-être un peu montent plus jeunes, qui à sont force de trucs. l'âge. Ouais, Bon, c'est voilà. pas simple, c'est pas facile. Et à Aubervilliers, à cette époque, il y avait du lourd, hein. C'était un des meilleurs clubs de France Ouais. en amateur. C'était vraiment, ça boxait dans tous les sens. Et à un moment donné, tu te dis, bah non, je vais pas m'emmerder avec ça quand même. Donc les coups, c'est bien, mais j'ai peut-être envie d'en prendre un peu moins. Et là, j'ai cette idée-là, pardon, de me dire, bah tiens, j'ai envie d'être entraîneur finalement. Tous ces petits boulots, ces petits trucs, ces petits machins. Finalement, bah, j'ai plus envie de ça. Ouais. Je suis tombé dans la boxe très jeune, j'avais 12 ans. Bah, pourquoi pas en faire mon métier? Et là, j'ai le déclic, je passe mes diplômes pour être entraîneur. Direct, ouais. Donc, Direct. ok, Ouais. tu te jettes dedans et puis. Ouais, c'est en 97, voilà, à peu près. D'accord. Donc tu passes tes diplômes, tu les obtiens. Voilà, Et ça commence comment? On se souvient toujours de son premier élève, le premier vraiment qu'on a coaché, tu vois. Pas spécialement quand tu es à la salle et que tu vas coacher un peu le groupe, tu vas prendre en charge les cours collectifs et tout. Il y en a un à chaque fois que tu vas. Moi, à mon sens, hein, après. Oula, je tape le micro. À mon sens, et après, je pense qu'il y a plusieurs visions qui peuvent s'affronter, j'ai pas de souci avec ça. Mais pour moi, le côté formateur, en tant que coach, il est important. Moi, je me suis senti coach quand j'en ai pris un plus jeune et que je l'ai ramené vraiment jusqu'à combattre en classe A, en professionnel, et même pas son titre en fait, hein, Ouais, juste ouais. arriver jusqu'au plus haut niveau. Est-ce que tu te souviens du coup du premier avec qui tu as fait ça ou Alors, je me souviens de ceux à qui j'avais une espèce d'attache comme ça, Ouais. parce que leur boxe me ressemblait, et puis, sans comprendre pourquoi, tu te dis, ce boxeur-là, il y a un potentiel et j'ai envie d'en faire quelque chose. Oui, j'en ai eu. Alors, j'en ai pas eu un, Ouais. j'en ai eu quelques-uns en amateur au départ, parce que j'ai pas eu de pro tout de suite. Mhm. Les pros, c'est venu bien après. Ouais, mais le très haut niveau amateur, hein, de toute Voilà. façon. Et alors, c'est vrai qu'à Aubervilliers, en plus, ça manquait pas, hein. Et puis, c'était la grande époque de la boxe, du début de la boxe féminine. Ouais. On a eu quand même Sarah Ouramoun Ouais. à Aubervilliers. On a eu Lucie Club Berthaud après. qui est pionnier, hein, arrivé. vraiment. On peut Voilà. dire, hein, Et avec là-dessus. Saïd, c'est plus lui qui prenait en charge, en tout cas, le très haut niveau. Ouais. Et moi, j'étais beaucoup avec les boxeurs amateurs qu'on essayait de faire monter, etc. Ou même la boxe loisir, hein. Je me suis aussi Ouais. pas mal occupé de la boxe loisir. J'adorais ça. C'était assez sympa. Alors, c'était pas les mêmes loisirs qu'on a aujourd'hui. C'est pas la même chose. Voilà, c'était Ouais. au départ des mecs peut-être qui voulaient boxer, mais qu'on ne pouvait pas faire boxer ou qui n'étaient pas assez sérieux et D'accord. qui restaient en loisir, tout Ok. simplement. Mais j'ai pas j'ai quelques boxeurs comme ça, voilà. Ok, Mais je ouais. peux pas dire qu'il y en a eu un, parce que déjà on en avait beaucoup à Aubervilliers. Ouais, bon, c'est un Mais il y a bon club. 2-3 boxeurs, effectivement, Ouais. dont je me souviens, hein, dont je suis toujours en contact d'ailleurs, Ouais. jusqu'à aujourd'hui, qui me donnaient envie d'aller plus loin. C'est ça, hein, c'est pour ça, c'est dans ce sens-là que je te pose cette question, c'est parce que moi je crois, j'en ai parlé avec plein de coachs différents et il y a une sorte de validation en fait. Quand tu arrives à prendre, à accompagner sur le long terme et voir l'évolution, c'est là où tu te dis que tu fais la bonne chose, que tu fais le bon métier, que tu es dans la bonne branche pour toi en tout cas, et que derrière, ouais, tu vas pouvoir en faire ton métier de façon pérenne, continuer là-dessus Tout à fait. et accompagner plusieurs générations. Parce qu'on le voit vraiment, hein, tu commences avec une génération, puis une deuxième, puis une troisième. Tu as toujours l'impression que ta première génération, c'est celle que tu vas accompagner et que tu t'en sépareras jamais. Mais en fait, si, en fait, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne, ça Sans nouvelles. s'enchaîne, et puis c'est comme ça, tu vois. Ouais. Et à 15 ans qui passent, et puis, bah, écoute, tu as entraîné des générations Finalement, tu as différentes. entraîné des générations. Bah ouais, tu vois, c'est ça. clair. Ça passe vraiment vite. Je sais que tu as été dans le coin de beaucoup de boxeurs, hein, que ce soit amateurs ou pro, etc., et que ta carrière de coach, elle est importante. Mais même si on va y revenir, je pense, tout au long, à quel moment ça te vient, j'allais dire cette vocation, cette idée ou cette vocation, tu peux appeler ça comme tu veux, mais à quel moment le boulot de cutman, il te tape dans l'œil, en fait? Alors, avant ça, Baba, il y a un truc que j'aimerais dire, c'est Ouais. que des mecs comme moi, qui ont été très jeunes dans un sport, qui l'ont aimé, dont ils ont été passionnés, mais qui n'ont pas réussi, ont une revanche sur ça. Et c'est un Je truc suis de fou. tellement d'accord avec toi. Et moi, j'avais une revanche. C'est-à-dire Ouais. que quand je regarde, je me dis, putain, mais j'ai grandi dans la boxe, mais j'ai pas eu de carrière. Ouais. Et tous les gens proches de moi avaient eu des carrières exceptionnelles. Et moi, j'avais été un petit boxeur de bas étage et j'avais pas eu la réussite qu'eux ont eu alors qu'on s'est fréquentés, alors qu'on s'entraînait dans les mêmes salles, qu'on mettait les gants ensemble, etc. Et j'ai eu cette revanche-là. Je me suis dit, mais non, mais c'est pas possible. Donc, si j'ai pas pu être un champion en boxe, ben, je vais être un grand entraîneur. Ok. Et après, forcément, derrière ça, il y a eu la partie entraîneur Ouais. et la partie cutman, justement, juste après. Et même dans la partie cutman, j'ai
eu ça en disant je veux être le meilleur cutman. Oui. Je veux, parce que j'avais toujours cette revanche-là. Et je ne suis pas le seul parce que j'étais en train de penser à un truc, parce que ça, il faut le dire, et c'est l'occasion peut-être de le dire ici, là. Les plus grands entraîneurs n'ont jamais été les plus grands boxeurs. Bien sûr. Et ça, il faut qu'on fasse comprendre ça aux Bien gens, parce sûr. que souvent, j'en ai des fois un peu ras-le-bol d'entendre, alors même si c'est toujours le petit plus, c'est vrai. C'est bien d'avoir boxé parce que C'est tu bien, c'est as bien. la notion du Pour coup se qui rendre fait compte, mal exactement. ou quand tu es sonné, voilà, tu as peut-être le petit truc en plus. Mais ce n'est pas une obligation. On peut être un grand entraîneur comme on peut être un grand cutman sans avoir été forcément un grand combattant. Bien sûr. Voilà. Il y a des grands combattants qui n'ont pas la pédagogie Ah, ni quoi que ce soit pour amener un athlète dans le haut niveau. Et puis il y a celui qui a été comme moi peut-être, ou peut-être un peu plus peut-être, mais qui se dit je n'ai pas eu cette chance d'avoir eu ça, ouais. je vais l'apporter aux autres, je vais leur amener cette chance-là, ce petit truc en plus. Et on ne va pas aller chercher bien loin, et c'est ce que je dis souvent. Les plus grands entraîneurs, on peut donner des noms. Angelo Dande. Angelo Dande était l'entraîneur Coach de de Mohamed Mohamed Ali, Ali. on est bien d'accord. Ouais. C'était un des plus grands entraîneurs de cette époque-là. Exactement. Et c'est un monsieur qui n'a jamais boxé. Ouais. Par contre, qui est né dans le milieu de la boxe, parce que son frère était boxeur, qui a grandi là-dedans, mais ça n'a jamais été un combattant. C'est vrai. Donc, c'est une belle preuve. Voilà. Ouais, non, mais je suis complètement d'accord avec toi sur les 2 points. Sur les 2 points. Sur la petite revanche, je suis d'accord parce que je l'ai vécu comme toi. Je viens d'une grosse team, le RM Boxing à Saint-Ouen. Il n'y a eu que des champions, Ouais. des mecs de ma génération qui sont montés, qui sont devenus champions. Et moi, comme toi, qui ai une petite carrière amateur, voilà, pas plus, tu vois. Et puis après, l'opportunité, moi je suis devenu coach très jeune, j'avais 22 ans. Ouais. Et l'opportunité, ouais, de se dire, là, je peux contribuer de façon différente, mais du coup, je vais faire de mon mieux. Donc j'ai commencé comme assistant coach. Je voulais être le meilleur assistant coach. Voilà. Celui qui ramène le mieux, qui réagit tout de suite, qui sait ce qu'il faut. Le boxeur, il a besoin de quoi, qu'est-ce que le coach a besoin à côté, etc. Donc je l'ai vécu comme toi, en fait. J'ai vraiment vécu comme toi et ça m'a permis vraiment de quelque part, entre guillemets, vivre par procuration le succès de mes boxeurs. Mais moi, je suis content de dire aujourd'hui, je suis plusieurs fois champion de France, d'Europe et du monde en tant que coach. Ouais, bah, c'est Je ne l'ai pas magnifique. été en tant que boxeur, Ouais, ouais. il n'y a pas de problème. Je suis d'accord. Mais je le suis en tant que coach. Ouais. Et c'est ma fierté. Ah, Et ça, j'ai des c'est- trophées, des boxeurs qui m'ont laissé des trophées après avoir gagné un titre. Tiens, ça c'est pour toi, coach, parce que voilà. Et il n'y a que 3 trophées chez moi. Et c'est 3 trophées de boxeurs qu'on m'a donnés. J'ai eu des trophées en tant que combattant, judo, oui, oui, boxe. Je ne sais même plus où ils sont. Mais ceux-là, ils veulent dire le monde pour Ouais, moi. ouais, carrément, je te Vraiment comprends. par rapport à l'investissement que j'ai mis derrière. Donc ça me touche ce que tu dis parce que vraiment je me retrouve à travers ces propos-là. Et puis derrière, oui, il faut vraiment remettre les choses dans leur contexte. Et il y a plein d'excellents combattants qui n'ont pas été bons coachs parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver cette pédagogie, à expliquer ce qu'eux, ils arrivaient à faire si naturellement. Ouais. Ils n'arrivaient pas à le transmettre. Ouais, carrément. J'ai eu Danny Bill avant toi ici. Je lui ai pas dit ça. Il a été coach, il est coach aujourd'hui, il est formateur, il a trouvé sa voie, il le Ouais. fait au Cameroun. Ouais, Je me rappelle, on était sa première génération, nous. Ouais. Et c'était compliqué au début. Hein. Il Ouais. venait, il est légendaire pour ses balayages. Ouais. Les gars, on va travailler ça, on n'y arrivait pas. Lui, il arrivait, mais les gars, c'est facile, boum, il nous Ouais. balayait. Ouais, mais bon, nous, on n'arrive pas à le faire. Ouais. Donc, ouais, c'est marrant parce que ça Ouais. résonne beaucoup ce que tu me dis par rapport à ça. Non, mais tu as tout dit, Baba, c'est tout à fait ça. Et de toute manière, des gens comme toi et moi, il y en a beaucoup. Et souvent, ces gens-là arrivent à réussir et par la force des choses et parce qu'ils ont envie de transmettre quelque Ouais, chose. c'est ça, cette volonté-là. C'est cette volonté-là, en fait, tout à fait. Ouais, c'est marrant parce que tu vois, j'aborde l'interview en me disant que la partie cutman, elle est peut-être plus importante que coach à ton sujet, mais en fait, je me rends compte là tout de suite que Ouais. non. Ouais. Tu vois, c'est pour ça, on est toujours surpris, c'est assez. Ben moi, je suis un assez vrai marrant. coach. Moi, je suis un coach dans l'âme. Alors, c'est vrai que tu m'as posé une question après, comment tu es arrivé d'entraîneur à cutman? Les deux sont dedans. Et les deux sont dedans. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a eu un dénominateur commun. Ouais. Ça veut dire que comment j'ai découvert ce métier que je connaissais, hein, parce que j'étais déjà entraîneur. Le premier boxeur professionnel que j'ai eu sous contrat, c'est en 2002. Donc, c'est pas d'aujourd'hui. C'est clair. C'est en 2002. Avant ça, j'avais eu que des boxeurs amateurs. Qu'on a entraînés, qui ont gagné différentes compétitions amateurs, que ce soit des championnats de France, que ce soit des titres au niveau régional et j'en passe. Mais la boxe pro, j'avais vraiment envie d'y rentrer parce que c'était pour moi quelque chose d'important dans le sens où je suis quelqu'un d'assez pointilleux. Je suis quelqu'un d'assez comme ça, mais dans tout, hein, dans mes papiers, ils sont comme ça, machin, truc. Et la boxe, le côté pointilleux, le petit détail, pour moi, était important. Et j'aimais travailler sur le détail. Ouais. Et c'est pour ça que je voulais être boxeur professionnel, entraîneur de boxeur professionnel, lapsus révélateur, entraîneur de boxeur professionnel, parce que j'aimais travailler le détail. Ouais. Et puis en même temps, je me disais que j'avais envie d'en vivre aussi. Ok.
Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je vis de la boxe depuis maintenant presque une vingtaine d'années. Ouais. C'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Ouais. J'ai sacrifié tout, même des fois le côté familial, pour vivre de mon art et de ma passion. Et j'y suis arrivé parce qu'aujourd'hui, je continue de vivre de ça. Et là, j'en suis fier, j'en suis content, même si c'est des sacrifices. Mais il y a des sacrifices partout. J'ai travaillé à l'usine. C'était des sacrifices de travailler à l'usine. Hein. C'était pas toujours facile. Hein, faire le 3-8, là, c'est pas toujours simple. Bien sûr, alors, je ne vais pas pleurer parce que je galère dans une discipline dont je suis passionné et que financièrement, c'est pas toujours simple. Je ne vais pas pleurer parce que le mec qui a l'usine, lui, peut pleurer, lui, parce que c'est compliqué. C'est clair. Donc, tu as pris un gros risque. Et tu as pris un gros risque. Voilà, j'ai pris un gros risque. Et voilà, et c'est comme ça que ça a commencé. Mais le côté entraîneur, ça a été quelque chose de formidable parce que j'ai rencontré des gens formidables, des combattants formidables avec qui j'ai travaillé, avec qui j'ai collaboré. Coach à succès, hein, parce que tu as été élu entraîneur de l'année, entre autres, et que tu as eu des combattants professionnels de renommée. Tu peux en citer quelques-uns d'ailleurs? Oui, bien sûr. Alors j'ai eu à l'époque, j'ai eu Christopher Ebrassé, avec qui j'ai eu la chance de pouvoir être champion d'Europe, qui a été, je crois, alors si mes souvenirs sont bons, en 2011, élu meilleur boxeur de l'année, avec la récompense qu'on appelait les Gants d'Or à l'époque, qui avait été mis en place par Jean-Claude Boutier, paix à son âme. Et voilà, donc après meilleur entraîneur de France en tant que professionnel par rapport aux résultats. Alors, ça veut des fois rien dire parce que c'est les journalistes de sites internet, sûr, mais c'est de machin qui se disent ah alors c'est qui le meilleur machin. Bon, on était tous meilleurs parce qu'il y a eu aussi beaucoup de grands entraîneurs en France. C'est sûr. Après, il y en a un qui se détache tous les ans, c'est comme ça et c'est toujours une distinction. Ouais. Après, ce côté-là, moi j'ai un peu ce côté où j'ai envie souvent qu'on soit tous pareils, tous forts et tous bons. Qu'il n'y ait pas un gars qui sort de l'eau. On se donne pareil, on est à la salle tous les soirs, on galère. Et je pense que j'ai tellement de respect pour tous les entraîneurs de France, en tout cas, ou du monde, parce que c'est un dur travail, parce que c'est un investissement. Malheureusement, et ça c'est des fois mon coup de gueule, c'est qu'il n'y a pas cette solidarité entre nous. Mais on vient tous du même endroit, on a tous été dans les mêmes galères, mais des fois on se fait des différences entre nous, et c'est dommage, parce que finalement, si la boxe en est là aujourd'hui, c'est aussi peut-être grâce à tous ces personnages qui gravitent autour de la boxe qui ont fait qu'on en arrive là. Ils sont tous importants. Il faut qu'on le dise. Tout le monde est des fois. important. Et voilà, donc après j'ai eu Ebrassé, j'ai eu plein d'autres boxeurs, parce qu'il y en a eu beaucoup. Mais après les principaux, j'ai eu Frédéric Close, Frédéric Close qui a été quand même déjà un grand mec du pied-point. Ouais, c'est clair. Qui a rencontré Danny Bill d'ailleurs. Exactement. Qui a rencontré Danny Bill à l'époque. C'est vrai. Et qui a été, avec qui j'ai fait un championnat du monde, avec qui j'ai fait un intercontinental IBF, si mes souvenirs sont bons, en Ukraine, là-bas. Après, j'ai travaillé aussi avec... alors, c'est vrai que des fois, on dit mon boxeur, mais je pense qu'il faut dire les boxeurs avec qui on collabore. C'est parce que c'est une équipe, c'est pas le tien, c'est pas ton boxeur. Ouais, c'est vrai. C'est une collaboration qu'on a avec les mecs. C'est un type de langage qu'on a. Et c'est un type de langage qu'on a. J'essaie de rectifier ça. Donc, une collaboration avec Jean-Paul Mendy, qui était à l'époque l'un des grands boxeurs de sa catégorie, qui a été un grand champion en amateur et qui a fait une belle carrière professionnelle. Et j'ai rencontré ces mecs-là au bon moment parce que ces mecs-là étaient déjà dans le très haut niveau. Moi, j'avais déjà une expérience avec les différents boxeurs professionnels avec lesquels j'avais signé, mais qui n'avaient pas un niveau mondial, qui avaient juste un niveau national. J'avais quand même ma propre expérience, mais quand je les ai rencontrés, ils m'ont amené une dimension supplémentaire. Déjà, ils m'ont fait confiance. Et en plus de ça, ils m'ont permis de découvrir le très haut niveau. Et c'est ce qui m'a permis quand même d'aller faire une demi-finale mondiale avec Jean-Paul à Las Vegas. T'imagines, tu fais une demi-finale mondiale à Las Vegas et quand tu fais la pesée la veille, tu as toutes les plus grandes stars qui sont là, les De La Hoya, les machins qui viennent justement pour rencontrer ces stars. Elles viennent toujours dans ces genres de pesées-là. Ils sont tout le temps. Pour voir les gens faire des photos. Donc j'ai fait des photos avec eux, enfin, c'était exceptionnel, tu te rends compte. Et puis Fred avec un autre registre, dans un autre registre, pardon, c'était un peu plus international, mais plus européen, plus voilà. On fait un gros championnat du monde contre un Ukrainien dont j'ai oublié le nom. Et c'est sur la même soirée que Brahim Asloum. C'est-à-dire que nous, on passe juste avant Brahim et Brahim passe juste avant nous. Nous, on ne devient pas champion du monde, Brahim le devient, mais tant mieux. Pour lui, en tout cas. Voilà, et Jean-Paul, je vis aussi des choses extraordinaires. Fred, des choses extraordinaires. Fred, après, arrête sa carrière, il se consacre aussi à Jean-Paul. Donc, on est un peu tous les deux. Mais il y a vraiment un truc
fantastique. Après, on fait un gros championnat du monde, IBF, contre Lucien Buté, Ouais. en Roumanie. Quelque chose d'extraordinaire, parce que là, c'est vraiment le vrai championnat du monde. Ouais, c'est c'est pas le le vrai. truc par intérim. Non, ou je c'est sais le pas vrai quoi. de vrai. Il était, Voilà. en plus, il est champion depuis un bout de temps, Il est Lucien. champion Donc, voilà, c'était depuis pas. un bon bout de Ouais. temps. Donc, non, ça, c'est carrément, c'est des moments extraordinaires. Et puis, quand tu vas aux États-Unis, parce que moi, j'y suis allé plusieurs fois avec Jean-Paul, justement, qui a boxé plusieurs fois, je me suis retrouvé. Et ça, tu sais, tu vois les États-Unis, et Baba, tu sais, parce que tu as vécu là-bas, tu as été souvent aux États-Unis. Et c'est un truc de fou, parce que déjà, le côté professionnel, le côté comme ça, mais il y a aussi le côté très glauque aussi. Hein. Ouais. Parce que là où on avait boxé, avec Jean-Paul, c'était une belle soirée, mais ce n'était pas la soirée de Las Vegas, quoi. Ce n'était pas la soirée à New York Ouais, ou c'est pas autre. le gros truc, les C'était une bling-bling et petite tout. ville, tu vois, Ouais. américaine, où les mecs, ils fumaient encore leurs cigares et tout ça. Et le truc qui est extraordinaire, c'est qu'on arrive là-bas, et c'est une vraie organisation de boxe, mais qui n'est pas forcément sous les projecteurs. Il n'y a pas de télé à ce moment-là qui retransmet. Ok. Et là, tu as les boxeurs américains qui viennent du ghetto, que tu vois dans les vestiaires, qui viennent avec leurs petites bandes, leurs petites billets de $10, Ouais. et qui cherchent l'entraîneur, ou le cutman qui va pouvoir faire son coin, parce que le gars, il vient sans entraîneur, sans personne. Il vient tout seul, et puis Et c'est il dit parti. qui c'est qui peut me faire le bandage. Alors moi, malheureusement, j'aurais voulu l'aider, le mec, je l'aurais même fait ça gratos s'il faut. Mais je ne pouvais pas parce qu'on boxait dans pas longtemps. J'étais avec Jean-Paul. En plus, j'étais tout seul avec Jean-Paul. J'ai fait le coin avec Jean-Paul. C'était un 10 rounds, je crois, ou un 8 rounds, je ne sais plus. Et je n'avais pas le temps de m'occuper de quelqu'un d'autre. Donc, je n'ai pas pu l'aider. Et j'ai dit, mais on a ça aussi aux États-Unis. On dit toujours les Américains, les machins, les Mayweather, les c'est trucs. parfait. Mais il n'y a pas que. Il y a des boxeurs qui galèrent. Et en France, ils doivent comprendre ça. Ouais. Ne croyez pas qu'aux États-Unis, tout le monde vit sur et que chaque gars-là est propre, etc. Chaque gars est propre. T'as beaucoup de mecs qui galèrent dans la boxe et qui La gagnent majorité que dalle. J'ai fait plein de petits gars-là C'est comme fou. ça où les mecs ils m'ont dit qu'ils gagnaient rien. Ils Bah gagnaient oui. rien. Et puis Bah comme tu oui. l'as dit, hein, ils arrivent tout seuls. J'ai vu des combats sans coach. Sans On a vu, coach. hein, les deux mecs sont sur la ring, ils n'ont pas de coach. Il n'y a personne mais dans leur coin. carrément, Tu vois. carrément. Donc, non, c'est pas C'est- aussi la belle voilà. vie qu'on croit. Et Non. ça, tu le découvres parce que toi, tu viens avec ton langage. Ouais, les États-Unis, t'as vu là-bas, Ouais. ils sont comme s'ils ont tout. Non, des fois, ils ont rien Ouais, aussi. c'est clair. Et ça ne les empêche pas de devenir des grands champions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, en France, tout n'est pas rose, tout n'est pas simple. Ça, c'est vrai. Ouais. Mais on a la possibilité de réussir aussi, de se donner les moyens. Il faut juste se donner les moyens. Bien sûr. Parce que s'il y a un boxeur qui n'a rien ici, ou aux États-Unis plutôt, arrive à réussir, c'est-à-dire que nous, ici, même si le boxeur n'a rien, peut devenir aussi un grand boxeur. Bien sûr. Alors bien sûr, il faut l'entourage, il faut ci, il faut ça. Mais des fois, au lieu d'acheter un short à 600 balles, mets 600 balles pour avoir un cutman dans ton coin Ouais. ou avoir un préparateur physique. Et je pense que là, ça peut changer. Très important ce que tu dis. Et très c'est pour important. ça que je le dis J'espère souvent que le message parce est que- passé parce que c'est super Voilà, important. sans Aujourd'hui, m'éterniser on est là-dessus. beaucoup sur l'apparence et sur tout ce qui va avec. Et investir sur soi. En tant que boxeur, si vous voulez réussir, il faut investir il faut qu'ils investissent sur eux. Tout à fait. simplement. Ouais. Et arrêter aussi de vouloir brader. Là, c'est les coachs qui parlent, hein, c'est sûrement pour ça. Oui, voilà. Ne bradez pas, non mais ne bradez pas, c'est important. Voilà, investissez sur le sport, vous avez besoin de bons coachs, vous avez besoin d'un bon entourage et d'investir sur votre santé plutôt que sur le reste. Donc c'est super important. Ouais, carrément. Et donc justement, d'investir aussi dans un bon cutman. Justement, ben là, on va rebondir complètement là-dessus. Parce que, Baba, ton émission, pardon, elle pourrait durer 4 heures. Parce Oui, que je j'ai sais. beaucoup de choses à dire, hein, on pourra en parler. Et Je puis, sais. tu as vu, on est pareil, toi et moi, N'hésitera pas. finalement. Donc, on pourrait se raconter Ouais. des choses. Mais malheureusement, on n'a pas 4 C'est heures vrai. devant nous. Donc, C'est vrai. ça va être compliqué. Mais c'est vrai que je suis un peu pas frustré parce que je suis heureux. Mais j'aurais aimé quand même développer plus de Il faut choses. se dire qu'on n'est jamais obligé de faire qu'un seul épisode, t'inquiète pas. C'est vrai, d'obligation. c'est vrai. Et donc voilà, donc après, avec Jean-Paul, on va aux États-Unis. Et voilà d'où vient ce côté cutman. C'est que le cutman qu'on prend dans le coin de Jean-Paul, c'est Rafael Garcia. Wow. Alors Rafael Garcia, c'est celui qui a pour ceux qui ne connaissent Avec pas, le- qui a le béret avec tous les tous les pins, pins. tous les pins sur sa Ouais. tête, qui est le cutman, qui a été le cutman de Roberto Duran, Ouais. qui a été le cutman de Mayweather, qui a été le cutman de plein d'autres. Il y aurait trop de noms à donner, etc. Et c'est lui qui se retrouve dans le coin avec moi. Waouh! Dans ma tête, alors je ne suis pas un fan, mais c'est parce que la boxe c'est aussi mon métier. Je suis aussi entraîneur de boxeur professionnel, mais en même temps je suis ébloui. Je suis, Bah, quand même, je ouais. suis- voilà. T'es là, tu fais ton taf et c'est après le combat. Tu te dis putain, le mec il était là quoi. Et puis il y a 3 semaines ou 1 mois avant, il était dans le coin de Mayweather, alors qu'à ce moment-là le plus grand boxeur du monde. Donc tu vois, c'est quand même fantastique ouf. de vivre Ouais. tout ça. Ouais, c'est clair. Et c'est lui qui m'apprend en fait le métier de cutman finalement. D'accord. C'est lui qui me montre ce qu'il fait avec Jean-Paul, le bandage, comment il le prépare dans le vestiaire, comment il se conduit dans un coin, etc. Et moi, je suis à l'affût de tout. C'est-à-dire, je suis comme une éponge à ce moment-là. La boxe, c'est ma vie, c'est mon métier, et j'ai vraiment envie de
de tout connaître, de tout voir. Enfin, tu vois, j'ai envie d'apprendre, quoi. Ouais. Et je regarde tout ce qu'il fait, machin, et je lui pose des questions avec mon petit anglais un peu misérable. J'essaie de me démerder et j'arrive à trouver des trucs, toujours, tu vois. hein, Voilà. on se comprend toujours. Et un jour, je me retrouve, on ne boxait pas tout de suite, il avait déjà fini le bandage, Raphaël Garcia, et on se retrouve comme ça, tous les deux. Il me dit, viens, on va aller voir les combats d'avant, quoi, tu vois. Ouais. Et je me retrouve à côté de lui, tu vois, c'était un peu le grand-père et le petit-fils. Et il me parlait, tu vois, là-bas, lui, c'est bien. Enfin, il me disait des petits trucs comme ça, des petits mots, des petits machins, et on était tous les deux là. Je me retrouvais seul avec lui, j'ai trouvé ça formidable. Et voilà, donc c'est vraiment lui qui m'a appris, qui m'a montré des choses exceptionnelles et que j'ai essayé de reproduire après derrière, forcément. Et je me suis dit, mais en France, on n'a pas ça. Ouais. On a eu un cutman qui était entraîneur d'ailleurs, hein, Jean-Pierre Di Stefano, qui a été un grand monsieur, hein, et qui a fait tous les plus grands combats d'ailleurs. Et j'ai eu cette chance de travailler avec lui, avec Frédéric Close. Et lui, voilà, c'était le seul, mais il était tout seul. Et puis on disait soigneur en France, il n'y avait pas soigneur, cutman, soigneur. Bon. Ça parlait pas trop parce que soigneur, ça englobe un coin finalement. Bah, tu dis que c'est que ça. Voilà. C'est que ça. Si c'est pas pour les coupures, t'es pas là, quoi. Voilà. Et cutman, ça a tout son sens. Et j'ai dit, vas-y, je vais faire un truc. Donc je suis revenu ici et j'ai commencé à vendre mes services aux teams, aux boxeurs, aux entraîneurs, à savoir s'ils voulaient un cutman. Et ça a fonctionné parce qu'à un moment donné, tout le monde me prenait, quoi. Et jusqu'à Jean-Marc Mormet, qui, pour son championnat du monde contre Klitschko, me demande. Contre Klitschko, c'est pas n'importe quoi. Et en plus, Jean-Marc, à ce moment-là, c'est un mec qui a l'habitude des États-Unis, qui va souvent. Il aurait pu prendre un cutman américain, prendre un cutman machin. Mais là, il me contacte, il me dit voilà, Laurent, on va travailler ensemble, on négocie ensemble le côté financier, etc. Et puis voilà, on se dit bon, pourquoi pas, tu vois. Et c'est super parce qu'il a eu ce respect-là aussi, tu vois. De se dire, je vais prendre un cutman français. Non, mais après, je pense qu'il c'est beau. On voit que la réputation, elle est faite un petit peu, et puis qu'on sait que tu vas faire du travail efficace, avant tout. Avant toute chose. Hein. Et je pense que c'était pas juste le piston et qu'il voulait pas juste te faire plaisir. Il savait aussi que pour aller dans probablement le combat le plus important de sa vie, même si ça a été un champion unifié dans la catégorie du dessous. Hein. Mais là, tu combats contre le poids lourd dominant de l'époque. Oui, c'est un combat plus qu'important pour lui. Et donc, l'entourage est très important, on le sait. Et qu'il y ait avec toi, c'était symbolique. Je pense que là, à ce moment-là, ça veut dire que tu es installé et que les gens ont confiance. Surtout quand ça vient de lui, parce que lui, il ne faisait pas de cinéma. Hein. S'il n'aime pas quelqu'un ou s'il n'a pas envie de prendre quelqu'un, il ne le prend pas. Hein. Il ne prend pas, et puis c'est tout. C'était déjà un grand champion merci, au revoir. À cette époque-là. Donc, c'est vrai que ça m'a... Forcément, ça a été un grand plaisir. Et puis j'arrive là, et puis heureusement que j'avais quand même une belle espérance derrière. J'avais l'espérance des États-Unis, de Las Vegas, de machin, de trucs, de tous les gros combats que j'avais pu faire dans tous les pays dans lesquels j'ai pu être, enfin officier en tout cas. Donc j'avais déjà cette espérance quand j'arrive avec Jean-Marc Mormec. Et là, il en faut, parce que là, il y avait 56 000 personnes. C'est un stade, j'allais dire. Un stade. Ça doit faire quelque chose quand même. C'est impressionnant quand tu rentres devant 56 000 personnes. Dire que et puis le mec, il te paye quand même pour faire un travail. Et puis ça allait faire le show quand même, Klitschko. Hein. Les lumières, le truc. Mais un truc de fou, Baba. Il savait tout faire. Il mettait même une espèce de musique, tu sais, qui a amené une peur. Tu vois. Un truc, un truc un peu comme ça, mais c'était fou. Et dans ma tête, j'étais putain, il fait peur le mec, quoi. C'est bien parce que je voulais parler d'un truc par rapport à ça qui m'intéresse moi beaucoup, parce qu'on pense à tort que cutman, c'est celui qui va s'occuper des coupures et qui va faire les bandages. Voilà. Il a deux fonctions. En dehors de ça, t'as limite l'impression qu'il joue un jeu d'acteur muet. Ouais. Je sais pas, hein, dans l'imaginaire des gens, c'est un mec qui est là, il parle pas. Ouais, c'est ça. Il a fait les bandages dans les vestiaires. On a besoin de toi si l'arcade elle est coupée. Sinon, tu dis rien. Alors qu'en fait, il y a beaucoup plus que ça. C'est un autre coach. C'est un autre coach adjoint. Et puis, il y a surtout toute la dimension psychologique. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par rapport à ça? Parce que tu as eu, toi, ton boulot de coach. Tu l'as fait et tu l'as très bien fait. Et tu as aussi eu des fois où tu venais vraiment en tant que cutman. Mais ça ne veut pas dire pour autant que tu étais silencieux, que tu disais rien. C'est quoi l'apport en fait que tu vas avoir psychologiquement? Ça commence dans le vestiaire, j'imagine. Quel est l'apport un petit peu que tu vas avoir pour les boxeurs? Alors, il est vrai que ça, et c'est souvent les boxeurs qui le disent, des fois quand on me prend, enfin quand on décide de me prendre en tant que cutman, on ne me prend pas que en tant que cutman, on me prend aussi comme technicien aussi. Des fois, les boxeurs me le disent. Laurent, tu es cutman, certes, mais si tu vois quelque chose qui ne va pas ou si tu penses qu'il est intéressant de dire quelque chose que tu penses, fais-le. Fais-le, c'est important. Et moi, ça me gêne davantage parce qu'ils ont leur entraîneur. Et je me dis,
c'est pas à moi de le faire parce que je suis entraîneur et je respecte les entraîneurs parce que je sais Comme que tu l'as été, tu sais. voilà, je sais. Ouais. Et alors après, souvent, tu tombes sur des entraîneurs qui sont super cool et puis ils connaissent aussi mon parcours. Donc c'est une espèce de collaboration. Tu vois, par exemple, avec Cédric Vitu, avec qui j'ai travaillé quand même de nombreuses années et qui a été un grand boxeur, hein, Cédric. Hein. En tout cas européen, qui a fait quand même une carrière exceptionnelle pour moi. C'est un des meilleurs boxeurs français. Ouais, il a été l'un des meilleurs boxeurs français, en tout cas de cette génération-là. Et donc, je travaillais beaucoup avec son père aussi, qui était entraîneur. Ouais. Et on avait cette osmose-là ensemble. C'est-à-dire que moi, j'intervenais en tant que cutman. Mais en même temps, il y avait aussi ce besoin aussi pour Jean-Christophe, qui est son père, et Cédric et Titi, que je puisse des fois dire une chose ou deux, tu vois. Alors, il ne fallait pas que je sois là à outrepasser mes droits parce que je les connais. Je sais qu'il y a des moments où il doit être bien avec son père et qu'ils doivent se parler entre eux et que moi, je ne dois pas intervenir à ce moment-là. J'ai cette... psychologie. Ce côté-là, voilà, je sais quand il faut parler, quand il ne faut pas parler. Et puis, il y en a d'autres où je sais que je ne dois pas parler, donc je ne vais pas parler. Alors, bien sûr que c'est difficile pour moi de pas parler parce que j'ai ce côté, comme tu disais, entraîneur, qui revient à la surface. Tu vois des choses. Je vois des choses. Et, alors, des fois, on me dit, Laurent, si tu veux gueuler en bas du ring pour dire, allez, tu peux. Hein, et puis, voilà. Donc, j'essaie de respecter tout ça. Mais en règle générale, ça se passe toujours très bien avec toutes les teams avec qui j'ai travaillé. Ça s'est souvent passé à merveille. Ta place se fait un peu naturellement. Se fait naturellement. Parce que déjà, toi, tu es dans l'intimité du vestiaire. Il n'y a que toi et le boxeur quand tu fais ces bandages. Moi, c'est toujours un moment que j'apprécie voir. Quand il est filmé, quand il est montré. Ou moi, je l'ai vécu des milliers de fois, de toute façon aussi. Pour l'avoir fait avec certains de mes combattants ou regarder des mecs le faire. Et je trouve que c'est toujours un moment super important. C'est là où tu vois que le boxeur il est plus concentré, il est dans sa bulle. Et tu as l'impression que même son coach à lui, en fait, la seule personne qui l'autorise à être là dans son... avoir une proximité, c'est la personne qui lui fait les bandages. Il y a une relation de confiance qui se crée là. Là, tu vas un peu marmer. Tu vas un peu marmer pour ce qui va se passer tout à l'heure. Et j'ai besoin que tu le fasses bien. Et je sais que tu es en train de bien le faire. Donc, les petites questions qui sont posées, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas trop serré? Est-ce que c'est bien? Tu vois, c'est des petits trucs qui sont intéressants et dont il faut beaucoup parler. Il faut qu'on le montre beaucoup plus. On a la personne qui est en train de nous filmer aujourd'hui, qui je sais qui te filme, qui t'a beaucoup accompagné, qui t'a accompagné pour le combat de Bakary Samaké récemment. Ça a donné une très belle vidéo que j'ai repartagée sur mon compte Insta, donc n'hésitez pas à aller voir. Et je trouve que ça retranscrit bien ça. On voit Bakary qui est dans son truc. Et c'est marrant parce qu'on te voit toi en train de faire ton boulot. On voit Bakary qui est concentré, qui va un petit peu... qui est en train par mimétisme, qui est en train de répéter des paroles d'une chanson de Booba. Mais toi, tu es en train de faire ton boulot. Et l'un et l'autre, faites votre boulot. Lui, son boulot de concentration. Toi, ton boulot, en fait, en train de faire ses bandages. Et personne, si tu veux, il n'y en a aucun qui va perturber le travail de l'autre. C'est vraiment une osmose qui se trouve. Pourtant, c'est pas Bakary, tu ne travailles pas avec lui depuis 10 ans. Non. C'était d'ailleurs la première fois que je faisais un bandage. Tu vois ce que je veux dire? C'est là, tu le vois, tu fais ton truc. Et pourtant, tout de suite, le truc se met en place. Donc, tu arrives. Toi, ton expérience, elle a... Je pense que ce n'est pas facile pour tout le monde. Tu formes ces personnes-là, maintenant, aujourd'hui, à travers ta formation FCN, qui va permettre de former des personnes, pas que justement pour les bandages, mais je pense aussi qu'à travers la formation, tu dois leur transmettre toute ton expérience avec Franck Roméo aussi, qui est ton mon associé, avec qui on fait un super travail. Et je trouve que c'est important de le dire. Je ne veux pas que les gens ils se pensent qu'en voyant ta formation, ils vont juste venir apprendre à faire des bandages. Je veux qu'ils comprennent en fait que tu vas transmettre aussi des éléments psychologiques et comment apprendre à s'insérer dans un coin, dans un vestiaire. Tu parles de Vitu et son père. On a vu plein de fois des vidéos où ça peut être chaud entre eux, tu vois, où tu vois le père, ils ont une relation très fusionnelle, on le voit bien. Mais on te voit toi aussi. On voit aussi que dans le coin, tu es là, tu arrives à avoir tes instructions, à donner tes choses, à mettre en place un travail et à activer certains leviers que peut-être le père de Cédric ne peut pas lui. Tu vois. Une collaboration finalement. Donc je trouve que c'est important et que c'est sympa. Et puis aussi, il faut dire que cette place de cutman, tu n'es pas le premier cutman en France. Mais on va dire que tu es un pionnier dans la démocratisation. Ouais, tout à fait. De ce métier-là, tu vois, parce que tu es quand même le premier Français qui a fait les JO. À Rio en 2016. En 2016, donc c'est quand même quelque chose. Et aujourd'hui, on en parle beaucoup plus. Moi, j'ai des potes qui ont fait la formation. J'ai Jimmy Koulibaly, qui est notre associé à Khalilou Cissé et moi, et qui l'a fait, tu vois, et qui m'en a parlé le premier, qui m'a dit, Baba, faut que tu la fasses parce que je l'ai fait, c'est génial et tout, tu vas voir. Mais le monde est petit, c'est incroyable parce qu'il m'en parle, puis derrière, après je vais au temple, puis je rencontre un autre qui m'en parle, et puis voilà, hop, le monde tourne dans le bon sens, c'est fou. C'est vrai. C'est magnifique. Donc pour moi c'est intéressant, et ça t'a mis en position de voir plein de choses. Je sais pas, je sais que tu as rencontré des légendes
que ce soit en tant que coach, en tant que cutman. On peut parler par exemple de l'oncle de Floyd Mayweather, Ouais, Roger oui, Mayweather. ouais, ouais, ça, Paix à son âme, tu as eu, ouais. t'as eu l'opportunité de passer un petit peu de temps avec lui. Ouais. Ah ouais, mais pas, carrément, mais c'est même pas un peu de temps, c'est presque une journée entière chez lui, là-bas à Las Vegas. Chez lui. Alors, il y avait Jean-Paul, parce que Jean-Paul il faisait son championnat de sa demi-finale mondiale, hein, à Las Vegas à ce moment-là. Donc, ça faisait peut-être 3 semaines qu'on était à Las Vegas. On est resté un certain temps. Ouais. Et on va là-bas et on passe une journée avec. Il y avait Frédéric Close aussi d'ailleurs. Ok. Il y avait aussi, si mes souvenirs sont bons, Mehdi Azri qui nous accompagnait parce qu'il faisait aussi le sparring pour Jean-Paul. Mais on reste pratiquement une journée, alors peut-être pas une journée entière, mais en tout cas plus d'une demi-journée. Alors on peut dire ça comme ça, parce que je n'ai pas calculé les heures, mais c'est énorme. Et il nous racontait chez lui, on était là, assis sur ses chaises, son truc, voilà, avec une petite tasse de café ou un verre d'eau, tranquille, comme si on était à la maison, quoi. Ouais, voilà. Et c'est Tranquille. dans sa maison. Un truc de fou, une maison toute simple. Et j'avais dit, mais qu'est-ce que c'est extraordinaire. Roger Mayweather, qui a été un grand boxeur, il faut le savoir. qui est un les excellent gens ne le boxeur. savent pas, mais Champion il a dans plusieurs rencontré catégories. Chavez, il a Ouais. rencontré Je crois qu'il Julio est champion César dans 3 Chavez. catégories de poids Eh différents. oui, il a rencontré du lourd Ouais. et qui a été un grand entraîneur aussi également. Et il est là, il te reçoit chez lui avec une petite tasse de café dans un petit fauteuil sans dorure, sans rien, Ouais. tu vois. Enfin, nous, en France, on se dit, putain, un mec comme ça, il a des millions, il vit dans un palais, un château. Non, une petite baraque Ouais, simple c'est de vrai, banlieue. parce qu'il y a beaucoup d'argent qui est autour de la famille Mayweather. On Ouais, a beaucoup parlé en autour plus, de Floyd ouais. et tout. Il faut savoir que Roger, pour les plus jeunes qui nous regardent, c'est donc non seulement ça a été un grand combattant, mais aussi en tant que coach, c'est le coach des meilleures années de Floyd. Pas les années les plus fructueuses en termes financiers, oui, tout à fait. des meilleures années sportives de Floyd. C'est le Floyd qui était poids léger, Ouais. qui était poids super léger. Et quand le père de Floyd, lui, était incarcéré, c'est vraiment Roger Mayweather qui a pris son coaching en main. C'est lui qui explique au monde entier qu'il va tabasser Arthur Rogati alors que tout le monde est un petit peu sceptique et qui regarde la caméra en disant alors je vous l'avais dit. Tu vois. C'est clair. Donc c'est vraiment, il y a des moments légendaires avec Ouais, Floyd. des Le moments légendaire légendaires. et don't know shit about boxing, tu connais rien à la boxe. Ouais. C'est lui qui a inventé cette expression-là. Ouais. Donc ouais, ça c'est sympa que tu passes la journée comme ça avec lui. Mais c'est sympa parce qu'il te puis- raconte des anecdotes, Voilà. raconte des histoires de l'époque, de Ali, de machin, de tout. Waouh. Tu te dis, putain, c'est extraordinaire. C'est Mais il fou. nous a raconté plein de trucs. Alors, c'est vrai que des fois, j'étais obligé de demander une petite traduction parce que ça allait vite. Ça, c'est l'américain, des fois, c'est des langages un peu compliqués, Et puis, tu vois. en beaucoup plus, un ces peu de- mots. hein, Ouais, quand même. Ouais. Et des fois, je ne comprenais pas tout, mais je demandais parce que j'avais besoin de savoir. Et puis, des fois, je comprenais plus ou moins. Enfin, c'était fou. Et tu te dis, mais putain, je suis là, quoi. Je suis chez lui comme ça. Bon, alors, Ouais, on c'est est vrai. tous de la boxe finalement. Hein. C'est pas parce que c'est lui, mais ça reste un respect pour ces gens-là. Ils ont fait des choses tellement extraordinaires que tu es là avec le respect et tu es là à l'écouter, à l'entendre. Ouais. Et c'est beau. Mais visiblement, c'est un respect qui te rend, tu vois. Ouais, c'est pas c'est un parce qu'il lui respect, est dans oui, la position dans laquelle ouais, il est qui ouais, va ouais, te on traiter on comme était un- 4 ou tu 5, voilà, comme si Ça, on c'est est génial. là, comme toi et moi, Ouais, et qu'on tu vois. discute. Voilà, c'était C'est cool. fou. C'est cool. Voilà, et Non, puis, mais c'est pour ça, y a encore une plein, fois, ça ouais. te met dans des positions, ta carrière t'a mis dans des positions intéressantes. Ah ouais, carrément. Je sais aussi que, tu sais, moi j'ai des héros dans la boxe. Ouais. Il y a Roberto Duran, Ah ouais. qui est, à mes yeux, c'est le plus grand. Ouais, On peut débattre, il n'y a pas de problème, je débat avec tout le Moi, monde j'en ai quand un vous autre, voulez, les moi, gars. On débat, il n'y a pas de souci. Par contre, un de mes combattants Ouais. préférés, c'est un mec qui l'a mis KO. C'est D'accord. Thomas Hearns. Ah ouais. Et il a mis KO en plus Ouais. avec une droite de l'espace. Ah ouais, de l'espace, Mais, elle fait mal celle-là. Et son coach, légendaire, Ouais. Emmanuel Stewart. Ah Le là là Chrome là Gym, là là. les shorts Le jaunes. le grand Emmanuel Stewart. Les shorts que tout le monde voit là, tu vois. Et donc, ouais, tu as eu l'occasion de le rencontrer. Mais c'est moins fun, apparemment. Alors moi, c'est moins fun, mais c'est encore plus extraordinaire. Ouais. Parce que lui, je le rencontre donc pour le combat de Jean-Marc Mormec contre Vladimir Klitschko. Ouais. On est en Allemagne, comme on disait tout à l'heure. On est là. Moi, je fais le... Alors, attends, un truc de fou, même carrément. Et d'ailleurs, j'en parle souvent à la formation. C'est une anecdote de dingue. Je suis là dans les vestiaires en train de faire les bandages de Jean-Marc Mormec. Ouais. Et qui vient surveiller les bandages? C'est son frère Vitali. D'accord. Ah oui, bon, ok. Donc, Et alors moi, je suis assis sur ma chaise, je fais le bandage. Vitalis, mais il fait quand même 2 mètres, Ah, Vitaly, c'est 2 une mètres. armoire à glace, le truc. Voilà, c'est Ouais. plus grand que Vladimir. 2 mètres. Et il se met juste à côté de moi. Et il met sa jambe sur mon bras. Et il fait trembler sa jambe comme ça sur mon bras pendant que je fais le bandage de jambe. Et il fait exprès pour me Ouais, mettre ouais. une pression. Ok. Et c'est là où je dis l'expérience dans le haut niveau, elle est importante. Parce que moi, j'ai déjà beaucoup Ouais, d'expérience t'as à ce déjà moment-là. vu. Ouais, ok. Donc, je ne vais pas me laisser intimider. Je fais mon bandage, je le regarde, je le pousse un peu avec mon bras, je le regarde d'en haut, je lui dis ça va, tout se passe bien. Il me dit oui. Ça, il fait un peu la tour de contrôle Ouais, finalement. bah oui, il veut Je mettre finis la mon pression. bandage, mais comme mon bandage est bien géré,
il ne peut pas parler, il ne peut rien dire, il est fait comme il doit être fait, Ok. il est réglementaire, donc il est obligé de se taire. Et il dit rien et il s'en va comme il est venu. Et Jean-Marc me dit, écoute Laurent, comme on avait fait le bandage en décalé en fait. Dans le très haut niveau, on choisit une heure où on va faire le bandage. Oui. Soit ils la font en même temps, ou soit ils la font en décalé, on a le droit aussi. Ok. Donc là, on avait fait un bandage en décalé, et heureusement encore, ça m'a permis, moi, d'aller dans les vestiaires de Vladimir C'est Klitschko. toi qui as contrôlé le bandage du dessous de Vladimir. Et voilà, moi, je veux me venger, moi, de Vitali. Moi. Bah oui. Vitali, il m'a mis un coup de pression, il a tremblé son dessous. Moi, je veux me venger. et je vais là-bas, Ouais. et je vois Emmanuel Stewart, oh putain, qui fait le bandage de Vladimir. Et il y a tous ces gardes du corps, il y a Vitali qui est C'est revenu une du équipe, truc. hein, ouais, Ils ça sont rigole pas. impressionnants, les gars. Et moi, je suis petit comme ça, je suis là, je dis, mais merde. Ah non, là, les gars, moi, je vais vous montrer qui je suis aussi, attention. Donc, tu vois, c'est fou, cette histoire. Donc, je regarde le bandage. Ouais. Emmanuel fait son bandage. Ouais. Et à un moment donné, je dis, comment je vais pouvoir me venger? Et dans ma tête, je vais dire, je vais inventer un truc comme quoi ce qu'il est en train de Ouais, faire c'est n'est pas pas bon. Ah, le culot direct. Ok, le culot direct. C'est sincère, hein, ce que je vous Ouais. dis, c'est vraiment la vérité, c'est comme ça que c'est passé. Et à un moment donné, je dis, donc moi je suis debout, lui il est assis, il fait son bandage, et je dis, non, non, c'est pas bon. Je commence à être comme ça avec mon faux anglais et tout. Bref, lui il comprend et il me regarde tous comme ça, les gardes du corps, le Vitali, le Vladimir et Emmanuel Stewart. Il me regarde comme ça, je tourne, je regarde le truc comme panoramique, je dis putain, merde. Bon, c'est marrant, hein, je Ouais. ne me dégonfle pas, mais oh putain. Et puis il n'avait rien fait de spécial, c'était pour me venger en fait. Ouais, bah, il fallait. Et dans ma tête, je dis, c'est Emmanuel, bordel. Attends, c'est pas n'importe qui le gars. Ouais. Hein, on peut donner les noms de qui il a été entraîneur. On en a parlé, On on en a parlé Baba avant. Que des légendes. Il a eu Ok. tous les plus grands. Il a eu les plus grands combattants. Ouais. Et après, je dis, OK, good. Et c'est good, le bandage, good, machin. et tout. Et il recommence son bandage, tac. Et puis les gens, voilà. Et moi, je suis là à vérifier. Et voilà, c'était drôle. Et puis après, quand je quitte les vestiaires, moi, j'ai regardé déjà tout ce qui se passe. Vladimir, il a mis ses gants et tout. Je vais serrer la main à Emmanuel Stewart quand même. Mais je ne fais pas de photo avec lui. Et tu sais pourquoi je ne le fais pas? Parce que je me dis, on est des professionnels. Ouais, merci. Comment je vais aller prendre une Merci. photo? Je suis l'adversaire, entre guillemets, de son poulain. Et moi, je vais lui dire, viens Emmanuel, on va prendre une photo. Voilà. Ouah, je ne me vois pas faire ça. On est venu faire un boulot. Ouais. Mais après, je le regrette, tu sais pourquoi, Baba? Parce qu'en fait, Emmanuel Stewart, je crois, il décède 6 mois après. Ouais, c'est pas très longtemps après. Hein. C'est 6 son mois fils ou après 7 qui mois reprend, après. qui devient coach de Vladimir. Mais ouais, exact. Et il Ouais. décède à ce moment-là. Waouh, je me dis putain. Et avec Tyson, ça s'est passé de la même façon. Je vois Tyson à Las Vegas, il est à côté de moi Ouais. avec sa fille qui malheureusement est Il est décédée. décédé, hein. ouais. Voilà, et paix à son âme. Et puis, et il est là, comme tu es là, Baba, et moi je suis là, on est côte à côte. Et je me dis, qu'est-ce que moi je vais déranger ce monsieur avec son enfant? Ouais, bah, parce que t'es quelqu'un de bien dans ta tête. Je ne peux pas faire ça. Il y a des Et gens je ne qui fais vont pas comme ça. cette fameuse photo que tout le monde aurait aimé faire. Ouais. En plus, on était dans l'intimité. Il était là à côté. Il y avait juste un gars à côté de lui avec qui il parlait. Il n'y avait personne d'autre. Il était vraiment. Et je ne le fais pas. Je ne le fais pas et je me dis, bon, bah, tant pis, hein, c'est comme ça. Je comprends tellement parce que je l'ai vécu. Moi, j'ai un collègue qui a combattu, en Hollande contre un coach légendaire qui est Lucien Carbin, qui est un ancien combattant légendaire en pied-point, tu vois. Et donc, je l'ai regardé plein de fois ses vidéos. Et tu vois, nous, on est dans le vestiaire tranquille. Je suis en train de le masser à Mamoué et tout. Et tu vois, le coach qui rentre pour dire soi-disant bonjour à mon coach à moi, Rachid Sadi, tu vois. Ouais. Donc, je les regarde en mode c'est bon, t'as dit bonjour? Ok, il faut sortir maintenant, tu vois. Et même mon coach qui m'engueule un peu, non mais écoute, je dis ouais, non mais non, il a rien à faire là, quoi, tu vois. T'as eu raison. Et à la fin, une fois qu'ils sont combattus, mon collègue il perd, je me dis peut-être que j'ai envie de faire la photo, mais je me Ouais. dis bon, tout à l'heure je suis parti. Ouais, t'as bien. Ouais. Je l'ai laissé dans son coin, j'ai dit laisse tomber. J'ai fait ma photo avec Tyrone Spong qui était son élève et qui est une Ouais. légende de ma génération, mais j'ai dit laisse tomber. Donc je te comprends. Mais tu vois, Je Baba, comprends. si tu l'avais fait à ce moment-là, c'était pas très grave. Même moi, j'aurais pu le faire après. J'aurais dû aller retourner dans les vestiaires, Ouais, faire la peut-être. photo. Mais pendant le truc, tu te dis, bon, je vais pas le faire parce que bah, ils se sont pas encore boxés, les mecs. Donc, Ouais. on n'est pas des amis à ce moment-là. Et puis voilà, bon, après, c'est pas très grave. C'est un souvenir que tu gardes au fond de toi. Tu gardes, Et tu n'as pas besoin de le montrer finalement à qui que ce soit. Non. Moi, Las Vegas, j'ai eu la chance de pouvoir faire des photos avec tout le monde, avec les De La Hoya, avec les Shane Mosley, Ouais, avec tous que ces des légendes. mecs-là. Bon,
c'est pas très grave. Je sais aussi que tu as un peu fréquenté Michael Buffer, qui est l'annonceur légendaire. Ouais, hein, alors d'une certaine façon. Alors moi, j'ai fait 3 combats, je crois, où c'est Michael Buffer qui présentait le truc. Donc il y a eu Bormeg, il y a eu Jean-Paul et il y a eu un autre, mais je sais plus, j'arrive plus à voir. Et lui, alors là, c'était en Angleterre, quand j'ai Christopher Ebracé qui défend son titre européen et en même temps qui fait une demi-finale mondiale. C'est-à-dire qu'on gagne là, on garde notre titre européen et derrière, bah, on fait un championnat du monde. Malheureusement, on perd. Mais avant ça, je le rencontre, Michael Buffer, 2 fois. Une fois en Roumanie, où on fait notre petite photo ensemble. Voilà. Et une autre fois, un truc un peu insolite, dans un hôtel, là où tout le monde était logé, tous les combattants, les entraîneurs et tout ça. Et c'était à Wembley, je crois, hein, quelque chose comme ça. Et on se retrouve tous les deux dans l'ascenseur. Comme ça. Mais tous les deux, vraiment dans l'ascenseur et tout. Et lui, on dirait un homme en cire un peu. Ouais, c'est vrai qu'il est là. Vous savez, c'est celui qui a un costard qui dit It's ready to rumble. C'est lui, là. Voilà, c'est lui. Et il est là dans l'ascenseur comme ça. Et moi, je suis là, je ne sais pas quoi dire. Après, j'ai un faux anglais. Hein. Je n'ai pas honte de le dire. Je ne suis pas très bon en anglais. Je peux me débrouiller par moments. Je peux comprendre, mais je ne suis pas très, très bon. Ce n'est pas ma génération, comme on dit. On ne nous a pas appris. Mais voilà, donc on se regarde et puis on sourit, tu vois, tout simplement. J'ai envie de lui dire, bah, on s'est vu en Roumanie, on a pris une photo ensemble, mais déjà il m'a oublié, lui, il s'en fout. Puis je lui dis, qu'est-ce que je veux lui dire ça? Je veux dire, ça n'a pas de tête. Et voilà, et puis alors je ne sais plus quel étage il était. Mais c'est assez drôle ces petits moments-là parce que c'est. C'est ça. C'est ce que je voulais un peu que tu parles. C'est intéressant parce que du coup, à travers ça, à travers tes 2 vocations en fait de coach et de cutman derrière, bah, ça t'a permis de rencontrer tout le microcosme de la boxe. Toi, tu as réussi à réduire un monde si vaste, tu as réussi à le réduire en fait et à rencontrer tous ces gens-là et c'est génial. Et en plus, maintenant, c'est super parce qu'on arrive à la fin de cette conversation et je voulais juste que tu termines par rapport à la formation, donc FCN, formation Cutmen nationaux, que tu as mis en place depuis quelques années maintenant avec Franck Roméo. Et vous avez de plus en plus d'élèves, de plus en plus de gens qui s'intéressent à ce boulot-là. C'est génial. Tu me verras bientôt, je ne sais pas quand, parce qu'il faut que je m'organise. Je l'espère vraiment, avec grand plaisir. Je viendrai dès que j'arrive à m'organiser. Et je viendrai le faire parce que c'est important pour moi. Et puis, je sais que vous transmettez ça par rapport à ça. Donc, moi, j'invite tout le monde à le faire. Ceux qui combattent encore aujourd'hui, qui sont peut-être en fin de carrière, les coachs qui rentrent dans le milieu, ceux qui sont là depuis longtemps, qui pensent qu'ils savent faire des bandages, peut-être. Écoutez, on n'est jamais assez formé. Donc moi, je vous conseille d'y aller, de le faire. Moi, je vais le faire. Ça fait 25 ans que je suis dedans, mais je compte y aller. Et puis voilà. Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à cette formation? Est-ce que ça t'apporte l'épanouissement que tu voulais en termes de transmission, de savoir? Ouais, je pense que tu as mis le doigt là où il fallait. C'est vrai que c'est une envie de transmettre. Alors, transmettre en tant qu'entraîneur, c'est toujours délicat. Tu peux le faire quand tu as une salle. Moi, je n'ai plus de salle. Tu peux le faire quand tu as une structure avec laquelle tu vas prendre un bras droit, un bras gauche et que tu vas aider à devenir demain des mecs qui vont te remplacer, etc. Mais moi, ce n'est pas le cas parce que j'ai plus de salle, je ne suis plus entraîneur. Par la force des choses, c'est comme ça. Ça pourrait être un autre débat encore, mais il y aurait tellement à dire là-dessus. Mais voilà, donc aujourd'hui, je suis plus concentré sur le transmettre le savoir que j'ai et dans un domaine bien particulier, hein, comme tu le disais, le métier de cutman. Et ça me va très bien comme ça. Et ce qui me va très bien, surtout, c'est la collaboration que j'ai avec Franck Roméo, justement, tu en parlais. Et je crois que c'était la personne idéale pour mettre en place ce projet-là. Déjà, on s'entend très bien sur ce métier-là. On s'entend très bien sur... on est un peu différents, pas de la même génération. Je suis une génération d'anciens, lui de jeunes, mais il amène aussi sa jeunesse. Moi, j'amène mon expérience. Vous êtes complémentaires. On est très complémentaires. Lui aussi amène l'expérience qu'il a, parce qu'il a quand même une expérience aussi dans le domaine. Et donc, on arrive à composer avec ça. Et alors, on n'est pas toujours d'accord. Des fois, on se dispute. Des fois, ça ne va pas. Des fois, voilà, un peu comme un couple finalement. Mais voilà, on est bien parti. Et nous, notre objectif, c'est que notre formation, elle puisse perdurer dans le temps. Et c'est ça qui est le plus important. Donc, ça fait maintenant depuis 2019 qu'on a mis en place cette formation. Moi, je voulais le faire bien avant. Quand je suis revenu des Jeux Olympiques, justement, de Rio, j'ai voulu mettre cette formation en place, mais derrière, personne ne m'a suivi, c'était compliqué. Donc, j'avais dit, puisque c'est comme ça, qu'ils aillent tous se faire voir. J'ai aussi mon ego, mon orgueil. Oui, bien sûr. Et c'est Franck Roméo qui m'a dit, non, Laurent, t'as vu, t'imagines l'espérance que tu as, machin. Moi, je suis là, on va travailler ensemble, on va faire des trucs ensemble. Et puis, je me suis laissé tenter et on a pu mettre en place ce tout. Donc, on a formé quand même, depuis 2019, pratiquement 400 personnes. On a
on a, comment dirais-je, on a fait évoluer aussi la formation. Et puis aujourd'hui, avec le MMA, ce qui est bien, c'est que on a pu aussi également collaborer avec la FMMAF. Ouais. On collabore avec la Fédération française de boxe aussi. Vous êtes sur des events et tout. Voilà, qui reconnaissent notre diplôme officiellement. Donc ça reste un diplôme fédéral. Ouais. Et qui sert d'ailleurs pour les futurs cutman des organisations de MMA en France, hein, parce que maintenant le diplôme est reconnu aussi comme il est reconnu par la fédération. Impeccable. Donc voilà, et ça se passe très bien. Alors on a plein d'idées, on a encore plein de choses à mettre en place. Mais en tout cas, on touche aussi beaucoup d'autres sports que la boxe anglaise, comme je le disais, le MMA, la boxe française aussi également. La boxe thaï, pour la boxe thaïlandaise ils aussi. se sont formés et que maintenant ils font cutman pour tous les gars-là et pour les MTGP par exemple. Voilà, c'est quelqu'un qui a été formé par vos soins et qui s'occupe de ça maintenant. Et tu sais, Baba, je vais même aller plus loin. On a eu des grands champions. Je ne sais pas si tu le sais, mais on a eu des grands champions de boxe anglaise. Tu peux me le dire. On a eu quand même Christophe Chiozo qui est venu faire la formation. Tu vois. Julien Lorcy. On a eu Absin Chérifi, Nordin Oubali. On a eu Maillard Monchipour. On a eu que des légendes quoi. On a eu beaucoup de boxeurs, d'anciens boxeurs qui sont venus faire la formation parce qu'ils avaient envie de la découvrir. Super. Et plein d'autres champions, des champions d'Europe, des champions de France. Enfin. Il y aurait trop de noms à donner. Ouais, non, mais voilà, vous avez. C'est pour ça que je ne donne pas les noms. Je ne peux pas donner le nom de tout le monde, mais en tout cas, beaucoup de respect pour tous ces gens-là d'ailleurs. Mais voilà, donc ça veut dire que c'est déjà un honneur de les recevoir. Et puis tu te dis, s'ils viennent, c'est qu'ils ont besoin d'apprendre. Bien sûr. C'est qu'ils ont besoin de comprendre comment s'articule ce métier. Voilà, ils ont besoin et c'est beau. Voilà, et ça, c'est encourageant. Et moi, j'aime transmettre. Et puis l'avantage qu'il y a, pour finir là-dessus, c'est que comme j'ai ce côté aussi entraîneur, et ben les gens aussi aiment ça aussi parce que je leur parle, je leur dis attention, l'entraîneur, le chef d'orchestre, c'est l'entraîneur, c'est pas le cutman. Le cutman, c'est un peu une personne qui vient en complément et qui est là pour amener le petit plus dans les soins. Mais donc j'arrive aussi moi avec les deux expériences à et leur expliquer quelle est la place de chacun, quelle est la place de chacun, etc. Et donc comment ça s'organise, comment ça s'articule. Voilà, donc j'espère en tout cas que ça perdurera. En tout cas, c'est une formation qui est ouverte à tout le monde. On a des gens du milieu médical qui viennent faire la formation. Aussi, des personnes du SMUR, des pompiers, des infirmiers, des médecins, des kinés, des ostéos. On a toute une multitude de gens. On a fait le RAID aussi, on a formé les mecs du RAID. On a formé l'armée, les militaires, on a formé un petit peu tout le monde finalement. Donc on est très fiers de ça et on est honorés en tout cas des gens qui viennent faire notre formation. Moi, c'est ce que je dis souvent avec Franck, je dis, tu te rends compte quel respect j'ai pour eux. Parce que c'est payer une formation pour avoir un savoir et ce qu'on n'avait pas avant. Et je me dis, c'est extraordinaire de faire cette démarche-là. Bravo en tout cas à tous ces gens. Super, bravo à vous d'avoir mis ça en place. Puis on suivre ça de près, vous avez toutes les informations. Donc je repartagerai de toute façon avec l'épisode, vous aurez toutes les infos pour pouvoir vous inscrire aux formations futures. Et puis voilà, écoute Laurent, merci beaucoup. C'était génial. Il y a des grandes chances qu'on se revoie. On fera peut-être un autre épisode. J'imagine que les gens le réclameront parce que vraiment, il y a beaucoup de choses qui ont été dites et je sais qu'il y a beaucoup de choses que tu peux dire encore. Donc, on verra, mais on en reparlera prochainement probablement. Mais merci à toi d'avoir été là. C'était super cool. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. Et puis, je te souhaite que du bon pour la suite, pour la formation, pour tout ce qui va avec. Et puis voilà. Merci à toi. Merci à toi. En tout cas, Baba, c'est moi qui te remercie parce que mettre les gens en lumière, tu sais le faire et tu le fais. Et tu n'es pas obligé de le faire, mais tu le fais parce que tu es un vrai passionné, parce que tu es aussi un coach, parce que tu comprends tous les... Tu as été combattant et coach, donc tu comprends un petit peu tous les ressorts de tout ça. Donc bravo à toi. Moi, moi, je ne fais rien, c'est toi qui fais tout finalement. Non, c'est vous. Moi, je suis facilitateur, mais merci beaucoup. À très bientôt. Merci à vous, merci à tous. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Merci à Khalilou Cissé pour la coordination.